m'appelle Olivier Constant, je représente Use, société française spécialisée dans la gestion des flux entrants de documents. Voilà, merci. Alors ce matin, on voulait effectivement prendre 15 minutes pour vous expliquer cette réforme, découpée en deux parties. Première partie, faire effectivement un vol un peu d'hélicoptère sur les grands enjeux de la réforme et prendre un peu de temps avec Olivier pour vous expliquer effectivement qu'est-ce que c'est qu'une plateforme, puisque c'est des questions qu'on entend beaucoup. Demain, comment je vais faire, comment je vais réussir à pouvoir recevoir et émettre mes factures. Alors, c'est moi qui vais me charger de la partie réglementaire puisque je suis avocat. Et je laisserai après, effectivement, Olivier dérouler l'impact sur les plateformes. Alors, très rapidement, on va essayer de vous donner les grandes idées de cette réforme. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est bien qu'on soit tous au même niveau d'information, sachant que c'est une matière très évolutive et qu'elle change régulièrement. Cette réforme, elle est constituée autour de 4 grandes idées. La première idée, elle est très simple, c'est que toutes les opérations domestiques réalisées entre entreprises françaises vont être soumises à ce qu'on appelle la généralisation de la facturation électronique. La généralisation de la facturation électronique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, il va falloir effectivement émettre ou recevoir un document en message structuré et que donc un PDF n'est pas une facture électronique. C'est ce qu'on appelle l'obligation de e-invoicing. La deuxième pilier de cette réforme, c'est le e-reporting. C'est toutes les opérations qui ne rentrent pas dans le champ du e-invoicing. Vous voyez là déjà, on rentre dans un certain niveau technique. On y reviendra rapidement après, vont faire l'objet d'un e-reporting. Le e-reporting, c'est très simple. C'est que vous allez devoir communiquer vos données à l'administration fiscale sur une plateforme d'État. On y reviendra un peu plus tard après. Et c'est ce qui revient en fait basiquement à faire. Vous ne changerez pas vos factures. C'est-à-dire que demain, si vous êtes dans l'obligation de reporting, votre format de facture n'est pas impacté. Par contre, vos données devront être communiquées sur le troisième pilier, la plateforme. Alors ça, c'est la grande nouveauté de la réforme. C'est que la facture, en général, c'est une relation binaire. Hein, c'est du fournisseur-client, client-fournisseur. Enfin, une binarité dont on pourrait discuter plus tard, mais c'est pas grave. Eh bien, il y a l'irruption d'un acteur qui sont les plateformes et qui fait que l'opération est triangulaire. Il va falloir passer par la plateforme d'État ou par une plateforme partenaire. On y reviendra un peu plus tard avec Olivier. Quatrième pilier, la facture électronique, c'est quoi? La facture électronique, c'est pas un PDF, c'est un message structuré et il y a quelques formats qui sont déjà déterminés. Ces formats vont permettre cet été d'être les numéros en Scrabble parce qu'il y a beaucoup de consonnes pas faciles à dire. XML, UCB, donc ça, si vous le mettez bien sur une page de Scrabble, ben vous allez avoir gagné un bingo de points. Et C2I, donc c'est encore mieux. Et ce qui fait qu'effectivement, on a la possibilité de travailler sur des messages structurés ou facture X. Et c'est ça qui va changer radicalement parce que demain, il y aura en fait un message que vous ne pourrez pas lire complètement à l'œil nu et qui va effectivement s'interopérer avec vos systèmes d'information, ce qui est normalement le gain attendu. Donc ça, c'est le pilier. Deuxième volet, je regarde le temps, deuxième pilier, le calendrier. Alors, on est en 2022, on est déjà dépassé le 1er juillet, on fait un saut dans le temps, dans 2 ans, vous serez en plein dans la réforme. Dès le 1er juillet 2024, vous aurez l'obligation d'accepter les factures au format électronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre compta fournisseur dit on ne reçoit plus de factures papier depuis quelques temps, il ne faudra pas vous étonner. Ce n'est pas qu'il y a la grève des postes comme la grève des aéroports en ce moment. C'est tout simplement qu'il faudra les réceptionner sur la facture d'État. Donc, c'est ça qui va se passer demain. Alors, en plus, avec les délices des délais de paiement, il faudra être au clair pour pouvoir récupérer ces factures, voir comment les incorporer pour ne pas trop faire attendre son fournisseur et le payer. 1er juillet 2024, pourquoi? Je ne sais pas. Non, je plaisante. Donc, ça a été reporté à la demande du MEDEF pour que les entreprises aient le temps de se préparer. Et puis après, on rentre dans un calendrier plus normal. Donc, 1er juillet 2024, les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre les factures au format électronique. 1er janvier 2025, 6 mois après, rentreront les ETI. Et 1er janvier 2026, ce sont effectivement PME, TPE. Donc, il n'y aura plus de facture papier à compter du 1er janvier 2026. C'est fini. Donc ça, c'est le calendrier. Et donc, qu'est-ce que ça va impacter pour vous en pratique? De manière très simple. 2 éléments. Votre CA3 va être pré-rempli. Donc, ça va un peu changer votre quotidien ou le quotidien de votre comptabilité. Et on a vu que quand la TVA d'importation était auto-liquidée et pré-remplie, ça a beaucoup bousculé les organisations, en tous les cas la plupart. Et deuxième volet, ça veut dire aussi que vous allez changer de rapport avec l'administration. Et ça, c'est les 2 minutes que je veux passer avec vous, très importantes. C'est que c'est une réforme de contrôle fiscal. C'est une réforme pour lutter contre la fraude à la TVA qui est estimée à 12 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup, 12 milliards d'euros. Et qu'on sait qu'aujourd'hui, les citoyens ne sont pas prêts à accepter une hausse d'impôts et qu'on veut surtout
on veut un État plus fort, mais un État qui récupère plus de sous auprès des impôts, donc une meilleure collecte plutôt que de notre impôts. Et cette réforme, elle va vous demander deux grands sujets. C'est que, alors le comment, c'est sûrement Olivier qui va vous répondre, mais moi je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire en termes avant le comment. Hein. Souvent on est toujours concentré sur le comment et pas sur le quoi ou le pourquoi. Quoi faire, c'est s'interroger sur la qualité de ces données, s'interroger sur les processus TVA, puisque quelle que soit la qualité du choix de prestataire, c'est toujours vous qui êtes responsable des données que vous allez communiquer à l'administration fiscale. Et qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que quand c'est pré-rempli, vous avez peut-être fait l'expérience récemment en déclarant votre feuille d'impôt, tout est pré-rempli, donc il faut savoir auditer, est-ce que c'est les bons chiffres ou pas? Et souvent il y a des erreurs. Et d'autre part, si vous modifiez, est-ce que vous révélez quelque part que vous ne facturez pas bien ou que vos régimes TVA ne sont pas bons? C'est la fin des ajustements manuels, c'est la fin du petit tableur Excel pour déclarer sa CA3. Donc ça va beaucoup changer de choses. Et ces modifications-là, il faut les anticiper. Et 2024, ça peut paraître loin. Nous, on a le sentiment que c'est carrément demain. Mais voilà. Mais ça c'est ce qu'il faut faire pour après, effectivement, s'interroger sur comment une plateforme peut vous aider. Les fameuses PDP. Encore un autre mot à placer au Scrabble, puisqu'il n'y a que des consonnes. Merci Laurent pour tes explications. De mon côté, j'aimerais ajouter quelques informations, mais plus sur cette réforme de la facturation électronique, mais plus d'un point de vue des éditeurs, et vous verrez aussi que ça a des impacts sur l'aspect fiscal. Et je veux apporter cet apport, cette information d'un point de vue éditeur, parce que nous, chez Use, en fait, on est vraiment spécialisé dans la gestion des flux, et on va le voir que la gestion des flux va complètement être transformée. Au-delà des aspects réglementaires liés à les réformes, donc il faut être conscient que cette facturation électronique va engendrer vraiment une mutation des habitudes de travail. Hein, Laurent en a parlé, on ne va plus recevoir de factures papier ni d'email. Hein, mais par contre, on va rester fournisseur ou client. Et une mutation profonde au niveau comme je le disais, du paysage des flux en France, puisque des nouveaux acteurs ou des nouveaux intermédiaires, comme le disait Laurent, vont apparaître principalement au niveau de tout ce qui est lié à la génération et la réception des factures, mais aussi au niveau des paiements automatisés. Le tout ayant comme conséquence au niveau de l'État, comme le disait Laurent, de réduire la fraude, d'améliorer la connaissance en temps réel de la conjoncture économique, mais aussi quelque part de diminuer à terme l'ensemble des coûts déclaratifs. Alors, je parlais de nouveaux acteurs, je parlais de nouveaux intermédiaires. Laurent en a parlé, on a cité quelques-uns pour le Scrabble. Précisément, il y en a 3 qui sont importants à retenir. Hein. Vous êtes sans doute déjà au courant de ces trois acteurs, mais je vais y revenir rapidement. Le PPF, hein, donc le portail public de facturation, ce sera pour ceux qui le connaissent l'équivalent de Chorus Pro dans les échanges B2G. Hein. Sa vocation sera donc de recevoir les flux de facturation et de paiement et de les transmettre directement à l'administration. Ce service sera gratuit, mais attention, il proposera qu'un service minimum. Hein, il faut en être conscient. Pensons notamment à tout ce qui est interopérabilité avec vos ERP, par exemple. Second intermédiaire, les PDP. Hein, tu en as parlé, les plateformes de dématérialisation partenaires. Elles devront passer obligatoirement par une phase d'immatriculation et répondre à un cahier de charges bien précis. Je vais revenir sur ce point dans les 5 minutes qui nous restent. Et seuls ces PDP donc, seront en effet habilités à transmettre des factures directement au bon destinataire via un annuaire officiel. Je vais y revenir sur cet annuaire, c'est très important. Et donc ces PDP enverront donc les factures directement au PPF. Et enfin, troisième catégorie, je dirais qu'il va rassembler une grande majorité des acteurs d'aujourd'hui du monde de l'édition des logiciels, ce qu'on appelle les OD, les opérateurs de dématérialisation, qui devront quant à eux obligatoirement transiter via les PDP ou directement via le PPF pour transmettre des factures électroniques à leurs destinataires. Alors vous en doutez, dans le monde de l'édition des logiciels de gestion des ERP, ça bouge pas mal pour l'instant. Certains acteurs du monde
de ce monde doivent encore se positionner, mais déjà beaucoup d'acteurs ont décidé de se positionner comme OD, hein, donc opérateur de dématérialisation. Et donc, il y a vraiment une place ouverte aujourd'hui au niveau des PDP. C'est un rôle, un positionnement très complexe. Hein, je vais l'illustrer maintenant parce qu'il y a des obligations des exigences qui sont très fortes à respecter pour devenir PDP. Mais au niveau des deux types de services majeurs qui seront proposés par les PDP, il faut retenir premièrement la simplification de l'inscription à l'annuaire public. Et là, l'enjeu est de taille, car dès juillet 2024, hein, on parle de demain, ça sera plus de 6 millions d'entreprises qui devront donc s'inscrire pour récupérer des factures de grandes entreprises, opérateurs de télécom ou d'énergie. Alors que les OD devront demander à chacun de leurs utilisateurs de s'inscrire sur la plateforme de l'État avec une procédure qui risque parfois d'être complexe. Hein, on connaît les lourdeurs d'enregistrement sur des plateformes de l'État, avec des vérifications d'identité, création de comptes techniques, etc. Les PDP, quant à elles, pourront proposer une inscription simple et rapide qui pourra s'appuyer sur des tiers, des experts comptables par exemple, mais également sur des contrats existants hein, pour vérifier la qualité et l'identité des utilisateurs. Donc les PDP n'auront pas à inscrire l'utilisateur sur la plateforme de l'État, donc vraiment des démarches qui seront simplifiées grâce à ce type d'intermédiaire. Second service unique, hein, c'est le plus attendu bien entendu, c'est la transmission des factures en direct au récepteur de la facture. Seuls les PDP donc, seront habilités à le faire. Alors, je viens de parler donc des deux services principaux qui seront offerts par les PDP et je l'ai dit également, cette exclusivité est liée donc à des exigences très fortes. Il y en a 3 principales qui sont à retenir au niveau des PDP. Chaque PDP donc devra être certifié ISO 27001. C'est une norme internationale sur le management de la sécurité de l'information. Elle vise à protéger contre l'altération, les pertes, le vol de données critiques. Elle vise également à assurer la disponibilité des informations et des services. Deuxième obligation capitale et très complexe pour les éditeurs, pour les candidats PDP, la certification Secnum Cloud, qui est, pour la résumer, liée à tout ce qui est hébergement de données en France. C'est une norme de protection de données qui vient attester du respect des bonnes pratiques de sécurité des opérateurs cloud et, comme je le disais, donc une loi de protection face aux lois extra-européennes. Et enfin, troisième exigence au niveau des PDP, on parle de plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée. Donc, comme on l'entend, chaque PDP devra faire l'objet d'une procédure d'immatriculation pour une durée de 3 ans renouvelable. Et une procédure d'audit externe sera également prévue. Il y a déjà un calendrier qui est prévu pour ces audits entre mi-2024 et mi-2025. Donc on le voit, les PDP auront beaucoup plus de légitimité au vu des services proposés, au niveau des exigences. Et donc pour vous, CFO, DAF, envisager de travailler avec une PDP peut s'avérer particulièrement intéressant et rassurant pour la suite de votre projet. Alors enfin, pour terminer, j'aimerais insister sur l'importance des différents types de flux dont Laurent a déjà parlé à l'instant. Je ne vais pas revenir sur le détail comme Laurent sur les invoicing et les reporting. Mais il y a un flux qu'il ne faut pas ignorer ou sous-estimer, ce sont les statuts, puisque les PDP vont vous permettre d'échanger les factures entrantes, sortantes, mais vont vous permettre également d'obtenir des statuts sur les paiements, sur les encaissements de vos factures. C'est important que cela ouvre une réelle opportunité pour les entreprises d'avoir une vision sur la vie de leurs factures, y compris les paiements. Et cela aura également un impact fiscal, cet aspect statut, puisque ces statuts vont également aider à la génération de la déclaration TVA, puisque l'exigibilité sur les encaissements sera liée au flux qui indiqueront si les factures ont été payées et si elles ont été encaissées. Voilà, pour terminer, il reste quelques secondes, j'aimerais rajouter au-delà du cadre réglementaire, on peut imaginer également de nouvelles opportunités pour les entreprises. Ce n'est pas que des obligations. Les opportunités pour les entreprises, ça va être d'optimiser votre gestion. Si vous décidez de travailler en direct avec des PDP,
Je vous donne ici quelques exemples, des services additionnels ou intégrés de relance des règlements clients, des contrôles de pérennité fournisseurs en temps réel, des contrôles de solvabilité client en temps réel, des plateformes collaboratives aidant à simplifier la résolution de litiges. C'est toutes des prestations, des services additionnels que vous allez pouvoir mettre en place grâce au PDP. Et alors, j'en parlais rapidement tout à l'heure, mais l'opportunité enfin de pouvoir exécuter directement des paiements fournisseurs de manière électronique grâce à l'intégration de la norme PSD2 dans les plateformes PDP. Voilà, ici se termine notre session. Merci Laurent pour ton apport. On est à l'aube de changements sans précédent. Je suppose que vous en êtes conscient et on est bien sûr disponible dans la salle pour répondre à vos questions complémentaires. Merci. Merci à tous les deux, messieurs. Merci beaucoup.